et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis très exactement 24 ans, 1 mois et 16 jours. Oui, on a compté. Ok, ouais. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis John Sparrow, ici capitaine à la barre ce soir de cette émission littérature pour la critique de la mini-série en comics Django Fett, sortie récemment chez Panini. Et comme toujours, notre binôme québécois est là aussi. Bonsoir Francis, comment vas-tu ce soir mon cher Francis? Ça va bien, Jean. Écoute, bien content de te retrouver pour discuter de ce petit album-là pour lequel je suis très ambivalent. Là. Je ne sais pas trop quelle note donner, donc j'ai hâte d'avoir ton avis sur les différents aspects. Voilà, c'est ça. Je compte sur toi pour m'orienter. Ah, excellent, excellent. Notre conversation sera passionnante, j'en suis sûr. Avant de rentrer dans les critiques, rappelons toujours notre cher partenaire de l'émission Star Wars Littérature Québec. On vous invite toujours à les rejoindre sur Facebook. Ils ont une page Instagram aussi, il y a du YouTube. Toujours très sympa, Star Wars Littérature Québec, un autre site de fans Star Wars ultra bienveillant. Hein, récemment, là, ils font tout le temps des podcasts, on le rappelle souvent, disponibles sur YouTube. Hein, par contre, si vous voulez écouter leur podcast sur YouTube. Et là, ils ont critiqué le roman Le Péril de la Reine. Donc, un roman qui nous avait divisé ici, Francis. Oui, c'est une façon très polie de le dire. Écoute, tu vois, pour celui-là, je n'étais pas très ambivalent sur la note. Là. Je pourrais aller voir rapidement, mais je crois que c'est vraiment ma pire note du canon. Non, ma pire, c'est l'espoir de la reine. C'est vrai, je mélange toujours les deux. Donc, le péril de la reine, je lui ai donné un 7 sur 20. Fait que ça donne une idée. Mais c'était le troisième, hein, c'est ça, le péril, l'espoir, le deuxième, puis le péril, le troisième. Le péril, c'est pas le deuxième? Je sais plus. Ben là, tu vois, c'est moi qui est peut-être dans l'erreur. Je pense que le péril, c'est le deuxième, c'était la préquelle, pendant l'épisode 1, tout ça. OK, bref. Bon, allez écouter Star Wars Littérature Québec pour savoir ce qu'eux en ont pensé. C'est ça. Vous avez fait une note de 25% ou de 35%. Au final, est-ce que ça fait vraiment une différence? Excellent. Continuons donc avec notre petit WhatsApp Star Wars. Donc, Francis, qu'as-tu à nous proposer de Star Warsien récemment? Écoute, ça va être un WhatsApp tout en comics ou limite collectionneur, là, en fait, hein, parce que c'est en comics physique. On a fait une razzia dans différents magasins, l'Imaginaire, donc au Québec, hein, mais je crois qu'il expédie partout. Donc, celui de Québec, l'original, et la filiale de Trois-Rivières. Donc, un peu de rattrapage. Hein. D-Squad, on parle de quelque chose qui était sorti au mois d'août, si je me souviens bien. On a le 3e tome d'Hyperspace Stories. Donc, on envisageait peut-être de faire un Star Wars en direct jeunesse là, avec Louis sur cette petite série-là. On a c'est-tu le 2e ou le 3e? Mandalorian. C'est 4. Ils ont numéroté ça en 4, là, mais dans le fond, c'est le 2e de la saison 2 qu'on avait critiqué ensemble. Chef-d'œuvre. Ensuite, de mieux en mieux, on est avec le Mace Windu. Qui couverture incroyable, mais contenu, bon, c'est ça, voilà, vous irez. Incroyable, la couverture incroyable. On finit avec Thrawn Alliance, et écoute, je pense que tout le monde arrive à la même conclusion que nous, qu'il manque des numéros là-dedans. Il manque la fin, ça n'a juste pas de bon sens. Et j'ose même pas calculer combien ça fait coûter l'argent qui est allé dans ces albums-là, mais écoute, à une moyenne de, mettons, 30$ canadiens par album, plus taxes, parce qu'on rappelle ici, il y a des taxes. Bon, voilà. Sinon, écoute, je voulais revenir très rapidement. Je ne sais pas si tu te souviens, l'été dernier, on était dans l'événement Dark Droid. On critiquait, entre autres, les couvertures, qu'on disait, mais je veux dire, côté, là... Oui, on en avait parlé. C'est trouvé, bon, déjà, c'est ça, Luke avec son sable jaune sur les deux. Les deux, c'est Star Wars Dark Droid. Écoute, j'ai réalisé, je les avais déjà en main, là, mais j'ai réalisé qu'en plus, pour ce qui est du côté, je me souviens plus comment qu'on le nomme, mais c'est littéralement la même chose. Il y a juste le petit 7 qui identifie que c'est le Star Wars de la série Star Wars. Ah oui, effectivement. Et en plus, c'est 2 visages de Luke, parce que dans le bas des albums Panini, on a les visages de Luke. Mais pour le titre, c'est Star Wars. Et sous-titre Dark Droid. Dans les deux cas, et la série Star Wars et la mini-série Dark Droid. Écoute, côté marketing, là, je me dis, faites un effort, s'il vous plaît. Commande. Je veux dire, pour moi, là, c'est le niveau marketing de quand ils nous avaient sorti du ketchup mauve. Là. Bon, je sais que tu n'étais pas en Amérique du Nord à cette époque-là. Il y a eu une époque où au Canada, Heinz a commercialisé du ketchup violet.
Et ça a été un échec monumental. C'est pour les enfants, évidemment. Mais tout ça pour dire que, en plus, c'est quand tu vas à la librairie, ben, évidemment qu'ils sont tous classés comme ça. Donc là, bonne chance pour trouver qu'est-ce qui te manque, puis etc. Fait que voilà, je voulais le montrer parce que je trouvais que honnêtement, ça a tout simplement pas de bon sens, comme on dit ici. Fait que, s'il vous plaît, Panini, faites un petit effort. Là. Des événements comme ça, déjà que c'est dur de s'y retrouver si en plus vous écrivez exactement le même titre sur les deux. Sans parler des Star Panini fait des souples aussi, là, les souples, les cartonnés, bref, voilà. Fait que voilà pour le petit WhatsApp très physique, le collector. Après, de cette semaine. Pour faire un petit peu l'avocat du diable pour Panini, c'est quand même de très beaux tomes là, que tu nous as montré. La maquette est jolie, le cartonné, les tranches, c'est superbe. Hein. C'est des très bons objets. Hein. Très beaux objets. Oui, exactement. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai dès le départ, quand Panini avait récupéré la licence pour le canon, moi, je suis tout de suite allé avec le rigide. En plus, c'est l'époque où parfois les enfants en apportaient à l'école. Fait que je te laisse imaginer l'état des premiers albums, là, les tout premiers de 2015. Mais c'est ça, en souple, évidemment. Là. Évidemment, il y a une différence de prix par page, là, mais bon, voilà. Moi, c'est du solide. Puis dans la collection, et ben du côté de chez Panini, ben, c'est ça. On a toujours un petit comment dire, c'est un extrait, on va dire. Là, de la couve, souvent le personnage principal là, de la couverture. Pour te rappeler la couverture. C'est ça. Mais là, tu sais, c'est ça. Les deux, c'est Star Wars Dark Droid. Même la seule différence, c'est qu'il y a le numéro 7 et que l'autre n'a pas de numéro. C'est ça. Le grand public doit se dire, mais là, ils ont oublié, problème d'impression, machin, ou c'est une couverture alternative ou quoi. Ben, c'est ça. Écoute, moi, je trouve que c'est très facile de se dire que c'est un alternatif ou tu sais, justement, entre toutes les omnibus puis les versions pas cartonnées, là, que dans le fond, c'est un mélange de toutes toutes les séries régulières mélangées. Là. Fait que, bref, voilà. Tu te rappelles même à l'époque, même Danny, qui est quand même un connaisseur de Star Wars, il s'en mêlait les pinceaux avec les crossovers Dark Droid, on ne sait pas trop ce que Crimson's Reign, Hidden Empire, etc. D'ailleurs, ça doit être pareil aussi avec les autres crossovers, vu que tu as le tome. Il faudrait que je vérifie effectivement si avec les 4 autres c'est pareil. Je saurais plus dire. Puis évidemment, dans le cas de Dark Droid, D-Squad, ben là, c'est la même chose, mais c'est écrit D-Squad à côté. Bon, au moins lui, on le reconnaît. Ok. Bon, eh bien, un WhatsApp très très comics centrique. Eh ben, moi pareil. Alors j'ai un petit WhatsApp. Alors c'est très très court. J'ai fini la première écoute du dernier roman d'Alexander Freed. Donc, déjà, j'ai juste 3 heures d'écouter. Oui, parce qu'on le dit, c'est 17 heures d'écoute quand même. L'audiobook, c'est un gros. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas lu un livre aussi long. Même les Hautes Républiques sont pas aussi longs que ça. Depuis les Fleurons, peut-être. Exact. Ben, c'est probablement que les derniers, ça devait être ceux d'Alexander Freed aussi, ou peut-être ceux de Timothy Zahn. Ouais, voilà, c'est les deux auteurs, les romans les plus longs. Ben là, on entame la deuxième lecture pour la lecture prise de notes, /analyse, résumé, tout le bazar, quoi. L'étude de texte, on va dire. Et j'ai aussi, donc, pareil, mise à jour au niveau comics VO. On a lu le premier numéro, l'adaptation comics de l'épisode 9. D'ailleurs, par la scénariste qui s'appelle Jodie Hauser, et c'est rigolo parce qu'on en parlera peut-être un peu après de Jodie Hauser, mais c'est elle qui a justement fait le Throne Alliance là, que tu as montré, qui n'est pas terminé. Elle avait fait le premier Throne aussi, elle a fait Rogue One, donc elle connaissait un petit peu le travail d'adaptation, que ce soit de romans ou de films. Et au dessin, on en parlera aussi plus tard, parce qu'il y a peut-être un lien avec le dessinateur de ce soir. C'est elle qui avait fait aussi le Django Fett de 2019. Donc, écoute, si tu voulais, je voulais en parler un peu après, mais écoute, oui, exactement. Donc Django Fett a eu une, c'est quoi, c'est une petite histoire dans la collection Age of. C'était un one-shot, voilà, Age of République. Voilà. C'est ça qu'il y avait du côté vilain, si je dis pas de conneries. Et c'était Jodie Hauser qui avait fait le scénario de ce one-shot, et dessiné par Luc Ross, on en parlera encore, mais c'est le même dessinateur que ce soir, donc voilà. Et là, par contre, au dessin de l'épisode 9, c'est pas mal. C'est Will, j'ai le nom plus tard là. Voilà, Will Slimy, donc qui est très très bon, franchement, c'est très joli l'adaptation de l'épisode 9. Par contre, beaucoup amélioré sur les. Tu remarqueras au fil de la série, là, je trouve que c'est beaucoup amélioré sur les visages. Parce que ce que je lui reprochais il y a quelques années, c'était de faire toujours des duck face, comme on dit, là, des bouches avec des lèvres énormes. Là, c'est lui, d'accord. C'était lui, ouais. Mais c'est très joli.
Mais il faut aimer le style. Mais on peut pas dire que c'est laid parce que c'est très joli quand même. Oui. Après, voilà, pour l'adaptation de l'épisode 9, on a le matériel original de la qualité de l'épisode 9. Donc bon, ça va être compliqué que l'adaptation sublime le film, mais bon, en tout cas, elle arrive, quoi. Au moins, c'est joli. Donc, c'est déjà mieux que si c'était encore genre gentil qui adaptait. Exactement. Et puis, Jodie Hauser, elle se débrouille bien pour. Elle fait des petits montages. On le critiquera quand les 4 numéros. C'est 5 numéros peut-être. 5, je crois. Voilà, quand il sera sorti, quand le tome sera sorti en France, on le critiquera. Mais Jodie Hauser, je trouve qu'elle a des bonnes idées pour mettre sur papier ce que JJ a fait sur l'écran. Bref, donc, voilà. Voilà pour le petit WhatsApp. Francis, avant de passer en hyperespace, oui, le petit récap des émissions récentes. Oui, ben écoute, récemment, le plus récent, c'est un autre épisode comique, celui de la semaine dernière de Darth Vader numéro 9. Avant ça, on a eu un quad 9, je vais y revenir après, mais un quad 9 de Sylvain et Aude, qui revenait entre autres sur les rumeurs de démission, si on peut dire, de fin de contrat non renouvelé de Kathleen Kennedy. Sur la bande-annonce très jazzy, ou rock même, de Andor saison 2. Et aussi, entre autres, sur un livre de la communauté francophone. Bref, je vais y revenir juste après. Et avant ça, je veux quand même le mentionner, c'était l'épisode spécial sur l'audiodrama de notre leader suprême, là, Star Wars In the Shadow. Ça date de 2009, donc c'est full légende, mais c'est full, le terme est bien choisi dans le sens que énormément de références à la légende de l'époque. Donc, on est beaucoup dans Shadow of the Empire, entre autres choses. Et bien, écoute, on va quand même mentionner très rapidement le 1000e épisode. Donc, émission très cool. Danny et Seb là, ensemble, physiquement, là, chez Danny, qui répondent à toute une panoplie de questions. Donc, même nous, les spécialistes de Star Wars en direct, on a appris plein de choses. Fait que voilà, on vous invite à aller écouter cela. Et ben c'est ça, comme je mentionnais, peut-être revenir rapidement, parce que dans le fond, dans le Quad 9 de la semaine dernière, il y a eu l'entrevue d'un créateur français, Alexandre Taillez ou Taillé, je ne suis pas certain là, de. Jean, tu peux peut-être m'aider avec les noms. Je connais pas. Taillé peut-être. Alexandre Taillé. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec? Je pense qu'il n'y en a aucun, en fait. Taillé. Mais bref, qu'on vous invite à aller. Je ne sais pas s'il faut dire participer, mais bref, précommander l'œuvre, parce que dans le fond, c'est plus il va avoir de commandes, plus il va pouvoir en faire réimprimer, etc. Donc, on vous invite à aller participer à son Ulule, c'est bien comme ça qu'il faut le dire. Donc, l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Mais c'est ça, sur Ulule, faites une petite recherche, même sur Google directement, là, mais ça s'appelle La Force est avec nous. Donc, fait un livre sur la communauté francophone de Star Wars, autant en Europe qu'ici en Amérique et en Afrique francophone. C'est quoi donc? New Orleans. On a vu, il mentionnait qu'il a même été voir en Louisiane. En Louisiane, c'est quand même. Et écoute, ben, comme vous voyez sur la couverture, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, écoute, le personnage en plein centre de l'affiche a exactement le même t-shirt que Jean et moi en ce moment, donc, mais en trois variantes différentes. Mais un t-shirt de Star Wars en direct, donc une entrevue de Danny est dans le livre. Et ben, comme c'est mentionné dans l'entrevue, et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, la couverture est évidemment un remake, si on peut dire, de l'affiche du film. Là, par contre, j'ai un blanc de mémoire sur le titre. C'était... Ah, le fan-film? C'était Fanboy, si je me souviens bien. Le titre original en anglais. Là. Après ça, je ne sais plus comment il a été traduit au Québec et en France, différemment en plus au Québec, probablement. Mais voilà, un film de quoi, 2000... mi-2000, peut-être 2004, dans ces environs-là. Mais bref, un classique de la comédie américaine. Fait que voilà, moi, j'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Par contre, je pense que c'est pas prévu de l'exportation à cause des frais là, énormes. Oui, il en parle. Mais il y a déjà une version, par contre, PDF, là, disponible sur le Ulule. Fait que, déjà? Déjà dispo? Ça a été, ouais, c'est ça. Depuis l'entrevue, c'est déjà en ligne. D'accord. Oui, parce qu'il en parlait justement lors de l'entrevue avec Sylvain et Aude, et il mentionnait le fait que c'était Danny qui avait soufflé l'idée de sortir une version e-book. Ouais, c'est ça. Le terme que je cherchais, e-book ou PDF, bref. Fait que vous irez voir sur le Ulule, là, c'est ça, je voyais que c'était tout à l'heure qu'il y avait tous les liens pour ça aussi. Donc, entre autres, par exemple, il y avait pour le Québec et la Tunisie.
Parce qu'effectivement, les frais d'expédition, ça peut être astronomique. Fait que voilà pour ce qu'il y avait de récent à écouter. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très cool, l'entrevue. Visiblement, en plus, c'est un connaisseur de Star Wars en direct, un fan de longue date. Fait que, écoute, on ne peut que l'encourager dans son projet. Si vous êtes en Europe, moi, je vous suggère très fortement de précommander ce livre-là. Ça risque d'être très intéressant. Et pour toi, si jamais tu as des Québécois qui vont à QC cette année, il sera à QC apparemment. Donc, oui, c'est ça. Et par contre, c'est ça. C'est pas tous les ans que des Québécois traversent l'Atlantique pour ce moment-là. Donc, c'est à voir. C'est à voir. Je vais voir. Sinon, effectivement, que quelqu'un le prenne puis me l'expédie carrément par la poste normale, mais je l'ai déjà fait pour des éditions spéciales de Panini disponibles que pour l'Europe. Je crois que c'était Loïc dans le temps qui m'avait arrangé ça. Et je peux te dire que ça m'avait coûté une fortune en frais d'expédition. Et peut-être même du dédouanage, en tout cas, bref. C'était de toute beauté. Mais j'ai des albums de collection, pas disponibles en Amérique. Écoute, voilà. Ok. Ben, c'est très bien pour les émissions récentes. Donc, pas mal de contenu à écouter. Ben, écoute, Francis, hyperespace, là, ready to jump into hyperspace on my mark? Ouais. Ouais. Et la gomme, Chewie. Allez, all right, stand by. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Qu'est-ce qu'il déboîte ce jingle quand même? Enfin, je trouve ça génial à chaque fois. Et dans la mini-game, il expliquait justement, dans la foire en question, que c'était un des rares jingles qui restait depuis le début. Oui, exact. Et dont Loïc ne cesse de se plaindre, entre autres, de la qualité sonore. Écoute, moi, je trouve écoute, de toute façon, le premier Star Wars ou quoi que ça, c'est celui du Retour du Jedi, je pense. Mais même début des années 80, le son, même au cinéma, était très mauvais. Donc, je trouve qu'il ne faut pas faire notre fine bouche, là, ou comment on dit dans les sous-marins, l'oreille d'or, là. Un peu ceux qui... Bref, t'écouteras le chant du loup, genre. Là, oui, toujours pas vu. Toujours pas vu. Enfin, c'est très, très bien. Donc, écoute, on est là pour parler de Jango Fett. Voilà, du comics Jango Fett. Petit paragraphe sur les specs. Donc, Jango Fett, une mini-série sortie en VF chez Panini Comics le 17 mars sur leur site, le 19 partout ailleurs, sous-titré en VO Trail of Lost Hope, donc la piste de l'espoir perdu. Même si, bon, en français, je ne crois pas qu'il sous-titre quoi que ce soit, mais bon. Elle comprend donc les 4 numéros sortis en VO de mars à juin 2024, ainsi que le petit one-shot inclus dans le Révélation 2023, là, inédit en français, ça par contre. On le rappelle très vite, donc ouais, c'est les Révélations, on en avait parlé pour Star Wars, Dark Vador, la Haute République, Mace Windu. Je crois que c'est le dernier qui nous restait. Je crois que c'est le dernier qui est resté, voilà, donc c'est... Ouais. Révélation 2023, un petit numéro sorti décembre 2023 en VO, un numéro anthologique avec des petites histoires de quelques pages sur un personnage et une ère en particulier. Ouais, là, dans ce cas-ci, c'est 6 pages. Voilà. Donc, Jango, c'est 6 pages. Voilà, Jango a eu la chance d'avoir une petite histoire incluse dans ce tome-ci. Donc, c'est très très cool de la part de Panini de l'avoir mis. Faut savoir que spécificité la VF, voilà, je voulais mentionner ça, Francis. Les 4 numéros de cette mini-série avaient été déjà disponibles dans les tomes compilation, entre guillemets, là, Bounty Hunters et Inquisitors, que nous n'avons pas chroniqué ici sur Star Wars en direct. À nous. Non, c'est ça. Écoute, c'est un peu le principe que j'expliquais tout à l'heure, le principe des événements que Panini avait lancé avec l'événement War of the Bounty Hunters. Donc là, il y a eu 4 événements jusqu'à Dark Droid. Et là, ils se sont dit, en tout cas, je suppose. Mon hypothèse est que les ventes n'étaient pas mauvaises dans ce format-là. Oui, sûrement. Donc, ils se sont dit, on va continuer. On va mettre, les séries à part comme Jango Fett et c'est quoi dans le titre? Inquisitorius ou les Inquisiteurs? C'est juste Inquisitors en anglais. Ouais. Donc, on retrouvait Jango Fett, les Inquisiteurs. Il y avait aussi quelques numéros de Star Wars et Dark Vador aussi inclus pour histoire d'étoffer le contenu, j'imagine. Ça faisait très recueil comme on trouvait en kiosque il y a quelques années. Enfin, je ne sais pas si en France, je crois que le kiosque est mort, mais chez Marvel ou DC, tu avais quelques petites séries Batman avec 4 ou 5 séries Batman dans un numéro ou X-Men. Okay. C'est un peu le même principe, j'ai l'impression, mais c'est très sympa d'avoir proposé ça. Mais nous, on va faire... écoute, je peux mentionner qu'ils sont disponibles entre autres ici au Québec là, aussi. Donc, vous avez le choix du format que vous préférez entre les albums 100%, comme là, on va parler aujourd'hui, ou ces espèces de compilations-là. Donc, voilà, au choix.
Ok. Donc l'histoire de ce Jango Fett se déroule en 33 before Battle of Yavin, soit dans l'ère de la prélogie. Ben évidemment, vu que c'est un personnage de la prélogie. Pour info, c'est à cette même date, j'ai regardé ça, que le maître Jedi Sifo Dyas commissionne l'armée de clones Kaminoan pour la République. Donc c'est en moins de 33, BBY. Et c'est aussi la même date que Ahsoka est acceptée au sein de l'Ordre Jedi, après que Plo Koon l'ait retrouvé sur sa planète et tout. Donc ça c'est pareil. Tout ça se passe en 33 before Battle of Yavin. Et en gros, nous sommes quelques mois avant l'épisode 1. Le tome fait 96 pages pour un prix alors de 18 € sur le site de Panini. Je pense que sur d'autres sites marchands, il est peut-être un poil moins cher, je ne sais pas. D'habitude, un petit peu plus cher. Il y a comme toujours une petite différence à la moins chère sur le site de Panini. Voilà, une petite vingtaine d'euros donc. Concernant l'équipe créative, donc, je vais commencer, bizarrement, j'ai commencé par le coloriste Nolan Woodward, qui colorise les 4 numéros et le one-shot. Donc, il colorise le tome complet, ça c'est plutôt cool, ça donne une certaine cohérence, malgré le changement de dessinateur, on verra. Au cover, c'est Lenil Francis Yu, qu'on retrouve encore une fois, on en avait parlé, on en reparlera un peu plus tard des covers. Et là, je vais m'attarder un petit peu sur vite fait l'auteur et le dessinateur, les dessinateurs. Donc, Ethan Sachs, c'est l'auteur qui commence à avoir de la bouteille, lui, en tant qu'auteur Star Wars. Très rapidement, il avait fait les 3 mini-séries Galaxy's Edge, Allegiance et Alcyon Legacy. Mais c'est surtout à lui qu'on doit l'ongoing en 42 numéros Bounty Hunters. Et là, il a attaqué Django juste après Bounty Hunters. En fait, ça fait un peu sens, vu que Django est un Bounty Hunters lui-même. Et après, on verra Ethan Sachs, après Django, donc, chez Dark Horse pour la mini-série Hyperspace Stories Codebreaker, qui sera en VO le mois prochain, en avril, je crois, qui sera focus sur Poe Dameron et BB-8. C'est un peu pour célébrer les 10 ans de l'épisode 7, tu sais. Donc voilà, Ethan Sachs sera sur cette mini-série-là. Les dessinateurs, donc le premier, donc celui qui fait les 4 numéros principaux, on va dire, c'est Luke Ross, donc voilà, le grand Luke Ross, un très très grand nom des comics, qui actuellement est sur la série Legacy of Vader, là, avec Charles Soule. Je ne sais pas si tu l'as lu, le premier numéro de... Oui. Écoute, c'est même déjà lui qui faisait le one-shot, ouais, tu l'as mentionné tantôt, celui de 2019. Exactement. Donc, Luke Ross, c'est un peu comme Ethan Sachs, puis même au-delà, là, il était déjà sur du comic Star Wars avant ça. Donc, oui. Là, il est sur du Kylo Ren. En gros, Legacy of Vader, c'est un peu la série Kylo Ren. Il avait déjà fait le Kylo Ren... qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas lui, je me plante. Non, il a fait Dark Droid, voilà, c'était Dark Droid, World of the Bounty Hunter. Il a fait Allegiance aussi, il a fait quelques numéros de Yoda, il a fait la série pour Dameron dans le temps. Voilà, du Dark Maul. Voilà, mais c'est une signature qu'on aime bien, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je l'aime bien, Luke Ross. Il a quelques couilles, quelques casseroles, pardon. Mais oui, entre autres, c'était le réveil de la force qui était catastrophique. Voilà. Mais je pense qu'à part ça, le reste est plutôt joli. Oui, mais tu vois, on en parlera un peu tantôt, mais j'ai un extrait justement de la série de 2019 de Jango Fett, et c'est drôle quand même, on constate, quand tu regardes les deux, là, un à côté de l'autre, on constate quand même une différence. Fait que tu vois qu'il y a un certain... une certaine variété aussi là, de style de dessin. Dans le cas de la mini-série Jango Fett là, de 2024, on est dans du très, très précis. C'est très joli. Il y a de la critique quand même à avoir, mais n'empêche, écoute, on ne pourra pas dire qu'on ne reconnaît pas un personnage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là. Et tu penses qu'il était meilleur lors de la première série Django ou là maintenant? Non, pas nécessairement. Le dessin est un petit peu plus brouillon, justement, un style un peu plus, crayonné. Là. Bref, on regardera un petit peu tout à l'heure. Mais c'était très joli aussi. Après, Luke Ross a un style aussi avec les ombres, tout ça. Donc, je trouve que selon le coloriste, ça peut faire une grosse différence. On y reviendra tout à l'heure sur le duo que ça a fait cette fois-ci. Ouais. Le coloriste, qu'on rappelle, Nolan Woodward, c'est à noter parce qu'il fait un travail de fou sur ce tome, je trouve. Et petit fait intéressant, dans ce tome VO de Marvel, là, je vous montre, je ne sais pas si dans le tome Panini ça sera le cas, mais dans les crédits de début de tome, en VO, on n'a pas le deuxième dessinateur, on a juste Luke Ross, tu vois, alors que généralement, pour le Révélation, ils te mettent quand même le dessinateur du Révélation. Donc là, on l'a pas, c'est bien dommage, parce que donc le dessinateur, tu l'avais noté juste avant, c'est Will Sliney. Ouais, c'est ça, je l'ai. Non, pardon, c'est pas celui-là, mais ouais, c'est ça, c'était Will Sliney, donc le même qu'on parlait tout à l'heure pour l'épisode 9, du coup. Ouais, je cherche le titre de l'épisode 9. C'était l'ascension de Skywalker. Voilà. Donc, il avait fait... Donc, c'est lui, voilà, je me suis planté, mais c'est lui qui avait fait Rise of Kylo Ren avec Charles Soule, justement. C'est lui qui a fait Alcyon Legacy avec Ethan Sachs déjà.
Il a fait aussi le one-shot de l'épisode 1 du 25e anniversaire. Il avait fait le film Solo, l'adaptation du film Solo par Jodie Hauser, justement. Tout se regroupe, hein, tout est lié. Ouais, Il avait fait le tie-in sur Beckett aussi, qu'on a bien aimé, si je me rappelle bien. Donc, ouais, un dessinateur qui... un one-shot, là, ouais. Le one-shot, ouais. Donc voilà, Will Sliney aussi, qui commence à avoir un petit peu de bon curriculum, on va dire. Et là, rappelons-le, c'est ça, sur 96 pages, ce n'est que 6 pages de Will Sliney. Là. Le reste, c'est là. Malheureusement, il n'est pas crédité, bizarrement, mais bon, est-ce que Panini aura la décence de le mettre? Voilà un peu pour les specs. Est-ce qu'on commence par quoi? Le mot, la phrase critique, un petit peu sans spoiler, histoire de voir ce que tu en as pensé, Francis? Oui, ben écoute, je peux remettre à l'écran, mais j'avais aussi le synopsis là, qu'on peut mentionner, un peu comme on fait avec les romans, dans le fond. Donc, c'est tout simple. Là, sur Glee Anselm, le vol d'un joyau antique met en péril les tractations de paix entre les deux espèces dominantes de la planète. Le chasseur de primes Jango Fett est recruté pour traquer les voleurs et récupérer la statue. Accomplira-t-il cette mission avec la mortelle Aura Singh à ses trousses? Assez trousse. Donc, pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que même le synopsis, écoute, puis on va voir, là, mais dans le fond, là, tout ça, il y a un petit retournement de situation. C'est des chasseurs de primes, hein, donc voilà. Justement, je voulais te demander, par contre, dans le TPB, quel est l'ordre? Donc, est-ce qu'on commence avec le Révélation? Bonne question. Non, pas du tout. Non. Dans le TPB VO, on commence par le numéro 1 et ensuite on passe aux Révélations avant d'enchaîner avec le numéro 2. Le Révélation, chronologiquement, se passe entre le 1 et le 2. Ah, OK. Bon, il faut le savoir quand même, là, parce qu'à la fin du Révélation, justement, ça dit la suite dans Jango Fett. Donc, mais j'espère que Panini respectera l'ordre en VF parce que ça fait sens chronologiquement, même si c'est léger. Mais oui, techniquement, le numéro 1, voilà, il y a la libération de ce personnage que tu montres à l'écran, et dans le numéro Révélation, elle est déjà sortie de prison, donc ça fait plus sens. Ouais, c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu bizarre là, quand j'avais vu ça. Encore une fois, Marvel a fait... Pour revenir à l'avis très, très rapide, moi, précisons quand même que c'est un personnage qui ne m'intéresse pas du tout. Honnêtement, j'ai jamais compris le fandom de Jango Fett. Boba, à la limite, Boba, je peux comprendre. Je trouve que même à l'époque, avant là, tout le développement plus récent, mais je trouvais qu'il y avait Boba Fett avait un côté plus intéressant quasiment que ce qu'on a eu dans la prélogie, là, en tout cas à la télé avec Django. Donc, déjà, là, en partant, c'est ça, c'est un personnage qui ne m'intéresse pas. Sinon, écoute, j'ai quand même trouvé ça très bien, très, très bien dessiné par Luke Ross. Ethan Sachs, c'est loin d'être mon préféré. Je trouve qu'encore ici, il nous offre une histoire déjà vue 1000 fois, que ça pourrait être quelqu'un d'autre que Jango Fett, pratiquement, ça ferait aucune différence. Ou, tu sais, très, très, très légère. Là, sur des... Que ce soit Boba ou Django, oui. Oui, ou tu sais, un autre à la prélogie, mais un autre, un autre chasseur de primes. Au-delà de ça, sinon, écoute, il rattache aussi un peu avec la série Bounty Hunters, hein, parce qu'on en parlera, mais il y a un personnage là, qui était central quand même au début de l'intrigue là, de la série régulière Bounty Hunters. Après ça, Aura Singh est très présente. Moi, c'est un personnage que j'adore, que je trouve qui visuellement est parfait pour des comics, justement, ou tu sais, un personnage qui est apparu là, l'instant d'un claquement de doigts dans la menace fantôme, là, pendant la course de Podracer. Mais, fait que voilà, écoute, satisfait. Comme mes attentes étaient très, très basses, j'ai pas des énormes critiques à faire sur ça. Fait que c'est pour ça que, comme je te disais, j'ai hâte de voir tes avis, parce que je sais pas trop quelle note y donner. Là. Mais je peux pas dire que ça a piqué mon intérêt ou, tu sais, c'est ça. C'est une mission comme ça aurait très bien pu être des épisodes de The Clone Wars, tu sais, ou etc. Là. Évidemment, c'était pas la même temporalité, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un peu filler ou c'est un peu du déjà vu. Au-delà de ça, l'exécution est bonne. Voilà. Ok, écoute, tu as un peu débordé sur la phrase ou le mot. C'est pas évident, c'est pas évident. Je voulais préciser que c'est ça, c'était pas un personnage cher à mon cœur. Ouais. Écoute, moi je vais te rejoindre sur ça, en tout cas. Moi, pareil, Jango Fett, c'est un personnage que, tu vois, il fait le taf dans la prélogie, tu vois, il est là, donc ça fait petit clin d'œil à Boba Fett. J'imagine que, je sais pas, j'en sais rien, là, c'est assumption total, mais George Lucas t'étais peut-être déçu de ne pas avoir pu implémenter plus le Boba Fett partout où est-ce qu'il aurait voulu. On se rappelle aussi de la série Underworld où il aurait dû être le protagoniste principal. Mais du coup, il s'est peut-être
rattrapé sur le... Quoi que tu me diras, Underworld, c'était après la prélogie. Mais dans la prélogie, donc il met ce personnage-là pour essayer de faire un petit Boba Fett-like. Moi, pareil, comme toi, Django, je m'en foutais un peu. Mais j'avoue que, voilà, en un mot, j'ai dit récit efficace, mais voilà, pas inoubliable. Par contre, 4 numéros et demi avec le one-shot, c'est rempli de références au lore Star Wars en pagaille. Et ça, je t'avoue que ça m'a titillé un petit peu sur mon côté fanboy, tu sais, comment ça s'appelle, lien avec tout le reste de l'univers Star Wars, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que Ethan Sack, ça fait du bon taf sur ça, mais on pourra en parler plus longuement. J'ai noté plein d'easter eggs, mais parfois un peu grossiers, mais parfois très pointus, et j'ai hâte de t'en parler, parce que j'ai découvert plein de trucs super intéressants. Limite plus intéressant que Django lui-même. Ouais, puis dernier mot qu'on peut peut-être mentionner pour ceux qui trouvent des fois qu'il manque d'aliens dans les séries, hein, ben ça, ils se sont gâtés ici. Vraiment, là, des cantinas remplis des aliens à profusion, des planètes d'aliens. Fait que bref, en fait, Django est un des rares humains de l'histoire. C'est vrai. Et tu parlais de différentes planètes, c'est vrai, tu fais bien le mentionner. Le titre VO, c'est Trail of Lost Hope. On verra de quoi ça correspond, mais le trail, c'est vraiment une piste, et en fait, Django, avec Auracine, vont aller vraiment de planète en planète, ils vont visiter plein de systèmes différents, donc il y a du dépaysement, pour ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on passe en partie spoiler, donc avec résumé spoiler et avis spoiler? Oui, vas-y, petit avertissement. Ok, donc partie spoiler. On commence par un petit résumé ou comment Oui, vas-y avec le résumé. Écoute, les gens vont pouvoir voir, c'est assez rapide, hein, c'est ça, c'est une mini en 4 numéros. Puis c'est Ethan Sack, c'est un peu comme dans la série Bounty Hunters. Ça fait souvent des histoires quand même qui enchaînent. C'est des séries d'action. Beaucoup d'action, c'est ça. On rappelle, auteur Bounty Hunters, beaucoup d'action. Donc oui, ça va être très rapide, mais encore une fois, interromps-moi si je dis des bêtises ou si tu as besoin d'appuyer un truc. L'intro du tome, et d'ailleurs la présentation du personnage, ça ressemble beaucoup à celle de la série Mandalorian, j'ai trouvé, avec Django qui se pointe dans une cantina remplie de malfrats. Et il va foutre le bordel, récupérer une bounty, une prime, et qui va évidemment y arriver en démontant tout le monde de la cantina, avec une classe magnifique, quoi. Donc ça commence bien, belle présentation du personnage. On se retrouve ensuite dans une espèce de siège social de la République, là où tu as une mini-cérémonie qui est dédiée à 2 peuples de la planète Gli-Anselm. Alors, la planète Gli-Anselm que tu avais mentionnée dans le résumé non-spoiler, d'ailleurs, la cérémonie ne se passe pas sur Gli-Anselm en elle-même, en fait. La cérémonie se passe ailleurs, je n'ai plus le nom de la planète. Mais Gli-Anselm, c'est une planète un peu comme Mont Cala, tu sais, qui abrite 2 espèces distinctes. Gli-Anselm, c'est un peu la même chose, tu as les Nautoliens d'un côté. Alors, les Nautoliens, c'est Kit Fisto. Voilà. Si vous voyez la race de Kit Fisto, le Jedi ultra stylé avec ses dreads tentacules, c'est lui, et le sourire de charmeur. Donc c'est lui, le Nautolien, c'est un Nautolien. Et de notre côté, tu as la race plus terrestre, hein, le Nautolien, c'est plus aquatique. Et là, tu as la race terrestre des Anselmis. Les Anselmis, je ne sais pas comment on dit. Et un peu comme Mon Cala, exactement comme Mon Cala, en fait, les 2 peuples ne peuvent pas trop se piffrer et se font un petit peu la guerre. Et justement, cette cérémonie est censée un peu enterrer l'âge de guerre avec la mise en musée d'un artefact très cher aux 2 peuples qui s'appelle, en VO, ça s'appelle The Hope of Gli-Anselm, donc l'espoir du Gli-Anselm. Mais voilà, l'espoir, c'est vraiment c'est une espèce de sculpture en pierre précieuse, une statue, voilà, une statue avec une valeur. Un gros bibelot. Un gros bibelot, mais qui a une valeur planétaire certaine, quoi. Enfin, les 2 peuples vraiment vouent un culte pour ce bibelot-là. Et voilà. Et donc voilà. Donc en VO, ça donne The Hope of Gli-Anselm, d'où le nom en VO, la piste de l'espoir perdu. Mais quand on le verra, Django devra faire un peu comme un jeu de piste pour retrouver l'espoir, donc le fameux bibelot perdu, voilà, qui va être volé incessamment sous peu et juste maintenant. Donc à ce moment-là, au moment de la cérémonie, un groupuscule arrive, va buter les gardes de la République et vont voler le joyau. Donc gros conflit diplomatique en vue. Hein. Comme les Jedi, ils ont leur sein un Nautolien, donc Kit Fisto, on le mentionnait juste avant, les Anselis, là, ils ne peuvent pas faire appel à eux pour les aider, ils ne veulent pas faire appel à eux pour les aider, et donc ils vont faire plutôt appel à Django Fett, hein, Django, qu'on commissionne donc au nom de la République de retrouver la précieuse statue. On se retrouve ensuite sur la planète Dayu, où on nous introduit un nouveau protagoniste qui s'appelle Vigor Struck, et qui, comme Django, est introduit via une baston, alors pas vraiment une baston dans la cantina, mais une baston en dehors de la cantina, à l'extérieur. Et voilà, le gars, c'est un chasseur de primes pareil, humain aussi.
Et comme Django, ça sera un peu le rival de Django dans tout ce comics-là. Et ensuite, à la fin numéro 1, donc on retrouve dans un pénitencier de la République un certain Yujari, membre de la République, qui va faire libérer la célèbre chasseuse de primes, tu le nommais, Aura Singh. Voilà, après on enchaîne sur Révélation, une fois de plus bien placé, je trouve, entre le numéro 1 et 2, chronologiquement, ça fait sens. Donc là, Django va se rendre sur Narshada et va demander des infos à un Indique. L'Indique va essayer de le tuer en envoyant un Chlorslug, une espèce de monstre géant entre un insecte et une grosse limace avec plein de dents. Donc Django va évidemment s'en tirer, et au final va faire bouffer son Indique par sa propre créature, donc ça c'était assez rigolo. Et à la toute fin, on voit aussi Aura Singh, alors que Aura Singh, elle bosse pas vraiment pour la République, qui vient de la libérer pourtant, mais voilà, le fameux Yujari, là, il semble pas être ce qu'il est censé être, petit mystère sur lui. En tout cas, Aura a pour Anjou Boba Django, elle est prête à le buter, mais voilà, on lui dit non, on ne va pas le buter de suite, attends qu'il retrouve l'artefact, et puis ensuite on le tuera. Voilà, ça finit le révélation sur ça. On enchaîne ensuite au numéro 2, donc Django continue son enquête sur Coruscant dans le célèbre niveau 13-13. Hein. Il va retrouver un petit groupe d'extrémistes Anselmi qui veulent récupérer à tout prix la statue. Ils vont attaquer Django, Django va répliquer, se défendre et tous les défoncer. Entre-temps, toujours sur Coruscant, Aura Singh va placer un petit tracker sur le Slave One de Django. Django va se rendre sur la piste suivante, ça va être tout le temps ça, des petits jumps de planète en planète, il va suivre la piste. Une espèce de planète poubelle, là j'ai un peu oublié le nom, où il va trouver des indices là, concernant les voleurs d'artefacts. Il va se faire attaquer par ce fameux Vigor Struck, là, qui apparemment recherche la même chose que lui. Donc un grosse baston entre les deux. Et d'ailleurs, Django est vite en difficulté, hein. Il s'en sort in extremis face à Vigor. Aura Singh, elle arrive sur place aussi, sur la même planète. Elle va se battre de son côté contre des locaux. Elle va trouver les infos que Django était censé retrouver en premier. Donc Aura a un peu un temps d'avance. Elle va se rendre sur la planète Roxuli. La prochaine piste de la statue, c'est sur la planète Roxuli. Django, lui, il rentre broucouille, comme on dit, mais pas vraiment, parce qu'en fait, il va recevoir un appel d'un mystérieux rappel, donc qui lui demande de se rendre lui aussi sur cette même planète Roxuli. Donc Django s'y rend, il visite un peu la ville, une ville un petit peu... donc c'est une ville minière, on apprend, mais un peu typée western, avec pas mal de bad guys là, qui démontent encore une fois de manière très très classe. Dans la cantina locale, il localise une certaine notolienne du nom de Nakano Lash. Donc, tu le mentionnais, subvertissement un petit peu avant, mais les lecteurs de Bounty Hunters connaissent bien Nakano Lash. Nakano Lash qui s'échappe, Django va la neutraliser, mais Aura Singh va se pointer, grosse basson entre les deux, entre Django et Aura Singh. Au même moment, on a Yujari, là, donc, qui accompagne Aura Singh tout du long, va vouloir buter Nakano Lash. Alors Nakano Lash est apparemment lié au vol du joyau, mais juste avant qu'il puisse le faire, Aura va buter Yujari. On pensait qu'ils étaient alliés, mais non, en fait, à notre grande surprise et à celle de Django et de Nakano. On apprend ensuite que Aura est bien celle qui a fait appel à Django pour le guider sur Roxuli, que Aura a découvert que Yujari n'était pas un vrai agent de la République, mais qui avait pour mission de trouver Nakano et de la buter. Et Nakano Lash, donc, qui va révéler qu'elle est effectivement en possession du joyau, mais pas vraiment en fait, parce que c'est pas le vrai joyau, mais c'est une copie, un faux joyau qu'elle a explosé comme ça, qu'elle va voir que c'est vraiment qu'un bibelot de verre, quoi. Donc voilà, en gros, que ce soit Nakano, Django et même Aura à ce stade-là, tous se sont fait un peu double cross, là, doublé, en quelque sorte. Entre-temps, t'as Nakano qui va expliquer le but premier de pourquoi elle voulait voler le joyau. Elle, on le rappelle, c'est une notolienne et son clan veut se venger des Anselmi qui apparemment a tué toute sa famille. On revient encore à ce conflit sur la planète. Là. Et le numéro conclut sur Vigor Struck, voilà, et toute une cantina de Bounty Hunters sur Dayu qui reçoivent tous en même temps le même bounty, la même prime, qui n'est autre que la tête de Django, pour le vol de l'espoir de Gli Hansen, de la statue. Donc Django, la tête mise à prix. Et on finit sur le numéro 4 avec Django et son nouveau gang, donc Aura et Nakano, qui se pointent dans une station de broadcasting news, là, sur Ornementel, pour visionner les enregistrements du vol de la statue, là, qui s'est passé un peu auparavant. Il va remarquer que l'ambassadeur notolien qui était sur place a l'air d'être au courant, et en fait qui est en vrai complice du vol et du swap, voilà, de la statue avec il a swappé la vraie statue avec la fausse statue, que le groupe a voilà, et tout un micmac comme ça, un classique film de heist, quoi, on va dire. Ouais.
Une fois la vérité découverte, donc Django va un peu laisser tomber Nakano, et toujours avec Aura Singh, il va se rendre sur la même planète que dans le numéro 1, là où se tenait la fameuse cérémonie. Ils sont par contre accueillis par une armée de bounty hunters, dont Vigor Struck, qui veulent tous récupérer évidemment la prime sur Django. Grosse baston, mais alors là, grosse baston, parce qu'il y en a Aura et Django versus une armée de bounty hunters, sûrement une dizaine, une quinzaine. Malgré ça, les deux, le duo, va réussir à neutraliser tout le monde, sauf Vigor Struck, qui se révèle être en plus cybernétique, un peu à la manière de Valence, justement, de Bounty Hunters. Là. Et donc le team-up Aura Django va quand même arriver à enfin s'en débarrasser. Django va se rendre à la République, va montrer la preuve de qui a réellement volé la statue au gouverneur de la République, là, le fameux gouverneur qui s'appelait Tok, je crois qu'il s'appelle Tok. Tu sais, c'est la Black qui s'occupait de la cérémonie au tout début. Et donc il accuse le fameux ambassadeur notolien. Il y a le témoignage de Nakano Lash aussi qui confirme que c'est lui qui est le coupable du vol. Donc il est arrêté, on retrouve la statue, tout est bien qui finit bien. Mais malheureusement, cette histoire-là, elle fait qu'aggraver la guerre entre les deux peuples sur Glian seulement. En fait, elle n'a rien arrangé du tout. Et petit cliff de Phantom, on découvre que le fameux gouverneur de la République, la Tok, c'est elle qui a organisé la cérémonie, hein, donc entre les deux peuples au tout début, travaille en fait pour, attention, gros retournement, le comte Doku, voilà, en sous-marin, comte Doku, petit caméo à la fin. Donc elle était complice, elle était censée être de la République, mais en fait elle est complice de tout ce bordel. Elle a rempli sa mission à merveille, vu qu'en fait le but de Doku, c'était que la guerre entre les deux peuples continue, en fait, ne s'arrête pas et continue. Donc le but de Doku est fait. Et tout ça était aussi un plan pour affaiblir le chancelier Valorum. On en parlera un petit peu en partie spoiler, mais il y a pas mal de mentions du fait que le chancelier Valorum, on a quelques mois de l'épisode 1, donc on sait qu'il va être renversé vite fait par Palpatine très bientôt. Il reçoit quelques critiques, hein, notamment du fait qu'il soit encore au pouvoir, quoi. Il y a pas mal d'échecs, on va dire, politiques qui s'enchaînent, et là, c'en est un de plus, on va dire, quoi. Et Django, lui, il part pour de nouvelles aventures à la toute fin, à bord de son magnifique Slave One, et voilà, le tome finit sur ça, sur Django qui part sur une nouvelle mission. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, sur Dooku qui se renseigne sur c'est qui ce chasseur de primes-là qui a resté discret, etc., qui a fait livrer le travail, qui a mis à jour la conspiration, on va dire. Donc, évidemment, on comprendra la suite des choses. La suite des choses, qu'on pourrait dire quand même, se trouvait dans le one-shot de 2019, là, où est-ce qu'effectivement, on avait très rapidement quand même, en flashback, la rencontre, l'embauche de Django Fett par Dooku, justement pour qu'il lui dit, va falloir t'arriver sur Kamino, etc., etc. Donc, voilà. J'ai oublié ce passage-là, tu fais bien de le mentionner. J'ai pas relu ce one-shot. C'était pas ça l'intrigue, on va dire, du one-shot. Ça, c'était comme un flashback de 3 pages, je pense. Quelque chose comme ça. Excellent. Parce que dans le fond, il y avait déjà Boba. Là, fait qu'il lui c'était comme un. Pas il racontait, là, mais on comprenait là, que c'est comme ça qu'il était devenu le modèle des clones. Un petit flashback. Donc, Ethan Sachs au scénario, t'en as pensé quoi? Tu trouves qu'il a fait C'est du Ethan Sachs. Moi, franchement, par contre, il a très bien rattaché les morceaux. Tu as mentionné Nakano Lash, etc. Il y a tellement de références où le chancelier Valorum, ça nous fait penser à la position dans laquelle il se retrouve dans le film. On le voit plusieurs fois, quelques fois là, dans le comics. En fait, j'ai trouvé quand même que pour le type, justement, on est moins dans de l'action, du gros action là, à la blockbuster que dans Bounty Hunters. C'est vrai. Et à ce moment-là, c'est une mini en 4. Je sais pas. J'ai l'impression que ça aurait peut-être pris un peu plus parce que là, je trouve que ça va très, très vite quand même. Les retournements de situation et tout ça. Là. Donc, rendu là, j'aurais peut-être pris 1 ou 2 numéros de plus, personnellement. Sinon, écoute, c'est ça. Moi, Ethan Sachs sera jamais mon préféré. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement négatif. Quand je disais, ça aurait très bien pu être des épisodes de la série de Clone Wars. On aimerait, c'est ça, on aimait ça, là, de Clone Wars, puis ça. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est pas du renouveau extraordinaire. Ça aurait très bien pu être, comment il s'appelle, là, celui avec le grand chapeau, là, Cobb. Cad Bane. Cad Bane. Cad Bane, ouais, c'est ça. Ou, c'est ça, peu importe quelle équipe de chasseurs de primes. Puis, tu as aussi le fameux droïde, là, on apprend que c'est un androïde comme Valence, là, qui a carrément la moitié du visage à la Terminator là, vers la fin. Ben, ça aussi, je veux dire, on avait exactement ça dans la série. Fait que je pense que c'est quasiment une référence directe, là, rendu.
C'est... Ouais, là, ben, on le voit à l'écran, là, il y a tout son visage, là, mais c'est ça, vers la fin, il est un petit peu magané. Écoute, comme on est en partie spoilers, on peut dire que la méthode utilisée par Django pour s'en débarrasser est quand même spectaculaire. Ouais, c'est pas mal. Va lui lancer directement là, son propulseur dorsal, là, va le lancer au gars et l'attacher avec le fameux fil là, qui sort du bras. Et ben là, déclencher son propulseur, donc propulser l'autre chasseur de primes dans les airs. On ne sait pas trop où il va retomber. Mais voilà, moi je pensais qu'à ce moment-là, Aura Singh lui envoyait une espèce de thermodétonateur. Là. Donc je pensais qu'il allait péter en vol, et non, il ne pète pas en vol. Donc il est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a balancé, on le voit là sur l'image sur YouTube. Là. Une espèce de détonateur là, qu'il lui a balancé auparavant. Lui, Django lui envoie son jetpack, et puis tu vois, je pensais qu'il allait péter en vol, et non. Mais bon. Mais, on voit le design que je parlais, là, qui fait très Valence ou Terminator, évidemment. Ouais. Au final, écoute, fait que c'est ça. Ethan Sack, j'ai jamais été un gros fan. Toutes les choses qu'il a faites avec Will Sliney, entre autres, là, les mini-séries, là, tu l'as mentionné au début, entre autres les deux commandes, là, Galaxy's Edge et voyons, celle-là pour l'hôtel. Alcyon Legacy. Alcyon Legacy, qui était assez ordinaire. Même l'Ascendance, là aussi, c'était une mini-série en 4 là, qui se passait entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Oui, Allégeance en Allégeance, ouais. Fait que c'est ça. Je comprends pas pourquoi il continue de faire appel à lui. Je trouve qu'il y a tellement d'autres auteurs plus intéressants. Mais bon, c'est pas non plus... c'est ça. C'est pas non plus là, ultra négatif. Là. C'est juste que ça remplit des cases. Bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Moi, je continue de trouver ça s'inscrit en fait dans le trop-plein, un peu, là, je trouve. L'inondation. Quand je dis on est inondé là, de comics Star Wars, c'est un peu ça. D'autant qu'il n'y avait pas d'anniversaire Attaque des clones, parce qu'il est souvent là, plus souvent là dans l'Attaque des clones. Non, après, c'est dans la continuité de Bounty Hunter, la série qui s'est arrêtée, donc on a filé ça à Ethan Sax, Django, c'est un Bounty Hunter, c'est un peu logique de lui avoir filé ça, même si... Alors, vite fait sur Ethan Sax, alors déjà, un hors-série qui a absolument rien à voir. En ce moment, on se regarde The Bad Guys avec la petite, on avait raté ce DreamWorks, et c'est un film d'animation de heist, tu sais, avec le grand méchant loup, Tarentule, le requin, je sais pas quoi, tu sais, un DreamWorks, un film d'animation. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Ça me dit rien, non. Ah, ok, bon, dommage. Ben, ça, il y a quelques années déjà, et justement, c'est exactement ça. C'est un heist d'une espèce de statue de dauphin, donc, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a là, avec le même trope. On a remplacé le vrai par un faux, machin. Enfin, c'est un peu, ça m'a fait rigoler. La coïncidence est rigolote, mais on s'en fout. Pour revenir sur Ethan Sax, moi, je suis peut-être un point moins critique que toi. Je suis pas fan du gars non plus. Hein. J'ai bien aimé sa série Bounty Hunters. Je suis comme toi, les mini-séries auparavant, c'était pas ouf. Galaxy's Edge, peut-être un poil mieux, mais c'était très commercial, on va dire, comme série. Moi, Bounty Hunters, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que son histoire là de Django Fett, elle est classique mais efficace, comme j'avais dit un peu plus tôt. Alors Django, j'ai dit c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. Surtout du fait que il y a pas vraiment de contenu. Alors il faut que j'avoue que j'ai pas fait le jeu là, voilà, j'ai retrouvé le jeu Bounty Hunters qui était sorti sur PS2, GameCube et Xbox à l'époque en 2003-4 peut-être, je sais plus. Donc c'est un jeu vidéo sur Django Fett que je n'ai pas fait encore. Donc peut-être que ce contenu-là est plus intéressant et plus passionnant et qui te fait apprécier plus le personnage parce que ce comics-là, je t'avoue que à la fin de la lecture, c'est pas comme Yoda ou le tome de comics Yoda ou le tome de comics même Obi-Wan tout court, ou même Han Solo Chewbacca qui sublimaient le personnage et qui m'ont fait intéresser à les personnages. Donc je suis pas vraiment passionné à la base dans Star Wars. Le Yoda est excellent et je conseillerais vraiment Yoda, la lecture de Yoda, alors que le perso, je m'en fous un peu en général. Là, Django, ce sera pas la même. À la fin de cette lecture-là, j'ai pas une passion pour le personnage qui s'est développé suite à cette lecture-là. Non. Mais par contre, l'écriture de Sax, je trouve on retrouve un petit peu tout le côté qui me plaisait moi dans Bounty Hunters. Donc les dialogues, déjà je trouve que les dialogues sont vraiment bien écrits. Django est un poil plus sassy que Boba est très taciturne et très silencieux en fait, il parle pas des masses. Ouais. Django il a plus la tchatch dans les combats, il envoie plus de vent, un petit peu moins. Le ton de Django m'a un peu fait penser à Valence, justement, qui a un petit peu des blagues un petit peu cyniques, tu sais, qui ressemblaient un petit peu à la série Bounty Hunters. Et toutes les situations un peu cocasses
qu'on avait dans Bounty Hunters, lors de combats, par exemple, justement, tu parlais de l'espèce de combat, bam, il ballarde son jetpack. Tu as plusieurs combats dans cette mini-série, et je trouve que c'est pas mal développé. Il y a pas mal d'interactions pendant les combats qui sont intéressantes, je trouve sympa, notamment en venant de tout ce qui est gadget de Django, c'est vrai que ça aide tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Et donc voilà, donc j'ai retrouvé le sax de Boba Fett dans Django, et ça c'est un petit plus, parce que je t'avoue que Boba Fett, encore une fois, Bounty Hunter, c'était une série que j'appréciais. Alors là, je l'ai déjà noté aussi un peu plus haut, mais Sax, il utilise énormément de points du lore qui développe un peu ici. Je vais revenir sur ça vite fait, mais il y en a énormément, c'est hallucinant. Il y a plein de détails. Voilà. J'ai bien aimé les liens avec l'épisode 1 aussi. Alors évidemment, on est quelques mois juste avant. Tu le nommais, donc, comment il s'appelait, Valorum, le chancelier Valorum à cette époque-là. J'ai bien aimé, alors on le voit que dans les flash infos 2-3 fois dans le tome, mais on voit bien, et même on le voit tout à la fin, je crois, des dernières pages, on le voit dans son bureau dans le noir, complètement abattu, on sent que c'est la fin pour lui, et je trouve qu'en plus, il y a plusieurs dialogues justement qui, sans montrer Valorum, soulignent le fait que voilà, le chancelier, il enchaîne fiasco sur fiasco. Dans le numéro 2, je crois qu'on mentionne un échec face au syndicat des Pike. Donc, ça apporte encore des justifications à Palpatine, à comment Palpatine a facilement pu le renverser et à faire voter. C'est la fin de régime. Ouais. C'est la fin de régime, voilà. On fait une mention à la toute fin aussi du tome au clan de, comment on appelle ça, la fédération de commerce, au blocus, qu'on va avoir bientôt dans les mois à venir. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un peu facile, tu me diras. Même, il y a un gars qui broadcast dans la planète où Django pénètre dans les studios télé, on va dire, quoi. Ouais. Qui mentionne une guerre imminente. Tout. Voilà, c'est peut-être un peu plus gros parce que c'est un random qui parle d'une guerre. La République est sur The Age, là, ça va pas tarder à péter. Je trouve ça un poil gros que le gars ait deviné tout ça, parce que quand même, si les grandes instances dont l'Ordre Jedi n'a pas pu passer outre ça, je me demande comment un gars comme ça random, mais c'était pour le clin d'œil à l'épisode 9, donc ça fait plaisir. Autre gros point, et ça je pense que tu me contrediras pas, c'est Aura Singh. Racing, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu l'as dit, elle est super bien développée utilisée en tout cas par Ethan Sachs dans ce comics-là. Je trouve qu'il y a un passage, il faudrait que je le retrouve, où elle va se foutre sur la gueule contre un groupe d'ennemis, et à un moment, elle va balader un couteau à la Rambo dans le crâne d'un gars. Et on l'a pas mentionné, hein, mais c'est violent par moment. Là. Ouais. J'ai retrouvé l'image. C'est pas du Spawn ou du Punisher, là, mais... Ouais. Pour du Star Wars, j'ai trouvé que ça y va pour vrai. Exactement. Voilà, pour du Star Wars, je t'avoue que quand j'ai tourné la page, je dis, ah ouais, quand même. Alors, tu me diras, c'est en contre-jour, je te montre l'image. Ouais, c'est ça. C'est jamais graphique, là, comme je disais, au point d'un Punisher, ou etc. Non, voilà. Mais il y a l'image. Pas l'écran. Ouais. Un couteau planté dans le crâne d'un gars, donc ouais, ça me plaît, hein, la violence comme ça. C'est vrai que pour du Star Wars, on n'était pas habitué à ça. Mais en tout cas, ça montre à quel point Racing est badass, c'est une chasseuse de primes vraiment de grande qualité. C'est dommage qu'on l'a pas vu assez dans les films. Oui, d'ailleurs, on l'a pas mentionné. Elle était très présente dans The Clone Wars, encore une fois, hein, dans le fond, avec le jeune Boba. Et on l'a pas nommé dans le résumé spoiler, mais elle a toute une soumission aussi, qui est de trouver des infos sur le fameux agent de la République, là, Yujari. Là. Elle sent que le gars, c'est pas net et tout, donc elle, de son côté, va faire des recherches, elle va trouver que c'était un membre de gang aussi qui voulait se mettre la main sur la statue. Bref, tout ça, c'est un petit peu de l'or pour Aura, donc c'était sympathique. J'aime bien le côté western de la planète, là, un peu la Mandalorian là, sur la planète Roxuli, c'était sympa. Les bastons en général sont très très cool, je trouve. Vu que tu l'as mentionné, écoute, j'en profiterai pour mentionner l'aspect, tu l'as dit, très Mandalorien. Là, on rattache aussi avec Mandalorian. Donc, justement, on a des scènes, un peu comme tu disais, là, la scène d'ouverture. On a aussi les fameux beepers là, ou détecteurs qu'on n'avait jamais eu avant la série Mandalorian, mais là qu'on a déjà à cette époque-là. Et une scène, encore une fois, miroir avec la série télé, c'est que tout à coup, tout le monde dans le bar de chasseurs de primes, leur truc se met à sonner en même temps. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Des petites choses comme ça, là, effectivement, qui font très de Mandalorian. Ouais, effectivement. Et tu mentionnais aussi donc Nakano Lash qui fait là aussi le lien avec la série Bounty Hunters. Donc là on le verra, Ethan Sachs a utilisé énormément de lore qu'il n'a pas créé lui-même, mais voilà, il s'est justement inspiré de plein de trucs de l'univers Star Wars. Nakano Lash, c'est une petite partie qui reprend de sa série Bounty Hunters. Donc Nakano Lash, c'était la fameuse Bounty Hunter
qui était à la tête d'un groupe au tout début de la série Bounty Hunters dont Valence faisait partie, mais qui meurt très vite au début du tome 1, je crois. Donc, on l'avait pas vu plus que ça. Elle était puis on avait déjà eu un preview de cette fameuse planète-là, puis des deux races. Peut-être pas les deux races, mais en tout cas, il me semble que déjà à l'époque, c'était dans Bounty Hunters, c'était un flashback de Nakano Lash. Et on comprenait que c'était déjà un conflit entre deux races là, sur cette planète-là. Je pense que c'était ses parents qui étaient tués dans le conflit ou quelque chose comme ça. Ouais, effectivement. Ah oui, c'est complètement ça. Là, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est apparemment l'autre race a tué ses parents, donc elle veut se venger. Donc voilà, guerre éternelle. Et pour finir, qu'est-ce qui me restait? Donc bataille de fin qui était très stylée aussi, mais la bataille en général, c'est très très cool. Voilà, le personnage de Vigor Struck, donc j'ai bien aimé. Donc le fait qu'il se fasse pas exploser à la fin, je me demande si il reviendra. Hein. Je trouve que ça fait un très bon antagoniste pour Django. Django, on voit, il est surpuissant avec tous ces accessoires, tous ces objets, tous ces gadgets, voilà. Mais contre Struck, il a un peu de mal, et on apprend qu'à la fin, voilà, c'est un cyborg à Valence, donc tu comprends pourquoi physiquement il est au-dessus. Et justement, je trouve que ça ferait un bon antagoniste si suite il y a. On sait que Ethan Sachs, lors d'une interview, a dit que si la mini-série se vendait bien, il a des idées pour une suite. Et on voit qu'à la toute fin du tome, on voit que c'est marqué The End, To Be or Not, ou je sais pas quoi, il y a une espèce de teasing. Même Panini a libellé l'album tome 1. Donc, je ne sais pas par contre si sur évidemment, je n'ai pas encore la version physique. Fait que je ne sais pas si sur le côté, ça va être écrit là, 1. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de 2, 3 officiels prévus. Non. Ouais. Voilà. Donc pour les critiques, donc un très bon Ethan Sachs. Et je vois que le timer il passe. Donc on va passer directement au dessin. Qu'as-tu trouvé? Déjà, on va te parler du cross. Le cross qui fait la. Écoute, ça sera pas comme je disais tout à l'heure, le cross. Je crois que ça dépend de la commande, ça dépend du temps qu'il y a pour livrer. Il y avait eu, c'est ça, le réveil de la force, que c'était une catastrophe, mais pas juste au dessin en passant. Là, parce que c'était Chuck Wigg, en tout cas, bref, l'auteur de la trilogie Riposte là, qui était au scénario. C'était une catastrophe de long en large. À l'inverse, on a des fulgurances là, du type, par exemple, Traun. Traun était magnifique. Bon. Ici, cette fois-ci, moi, la seule chose que je lui reprocherais, tu montes à l'écran, par exemple, il y a des super pages entières, puis des fois double page. Écoute, entre autres, par exemple, quand on rentre dans des cantinas, là, ça arrive plusieurs fois dans cette mini-série-là. On a une pleine page avec plein de races, l'environnement, l'ambiance, les couleurs, tout ça. Fait que, bref, magnifique travail de Lucross. La seule chose que je reprocherais, c'est que des fois, effectivement, il y a des fonds vides. Par moment, dans des batailles, entre autres, on dirait qu'il en profite là, pour mettre l'accent que sur, par exemple, la bataille. Et là, les fonds disparaissent un peu. Là, c'est la seule chose là, que je lui reprocherais un peu. Moi, sinon, je reste un vendu à Lucross. Mais je comprends, en lisant, je me disais, je comprends que certains, peut-être, peuvent moins aimer ce style-là très précis, très photoréaliste, etc. Mais écoute, c'est ça. Moi, je trouve ça juste magnifique. Là. Donc, ça fait comics beaucoup plus sérieux. Mais tu sais, j'adore, par exemple, des fois, certains styles cartoon. Mais c'est ça. C'est dans son style très sérieux, très... Puis tu sais, c'est quand même un comics. C'est pas Dr. Aphra, là, justement. Là. C'est un comics un peu plus sérieux. Fait que voilà. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, je trouve que ça va être dans la catégorie beau travail de Lucross. Ouais, exactement. Je vais pas te paraphraser. Donc, on parlait de ces casseroles, donc, notamment à l'épisode 7, mais généralement, moi, je suis plutôt content de ce que fait Lucross. Dernièrement, dans, je sais plus si dans le 30, c'est vrai que ça date un petit peu. Ça faisait. Oui, c'est dans les crossovers. Voilà. Les crossovers, même si le récit était comme il est, War of the Bounty Hunter Dark Droid, le dessin était magnifique. Le coloriste, encore une fois, fait un travail de fou. Je trouve que il y a énormément de passages sombres, mais pas illisibles, mais vraiment sombres, avec des genres d'éclairage super bien pensés, avec tout un éclairage d'un côté, donc tu as tous les côtés de personnages qui sont noirs, mais noirs, tu vois, et je trouve ça rend magnifiquement bien, c'est génial. Ça, tu vois, j'ai une petite réserve sur le coloriste, je trouve que c'est un peu inégal. Parfois, justement, c'est super comme ambiance, tout ça. À d'autres moments, je trouve ça terne un peu, je sais pas. Ça dépend probablement des ambiances qu'ils voulaient donner, là, mais tu sais, par moments, c'est très pastel. Par exemple, quand ils sont dans le désert ou des choses comme ça. Là.
Ça dépend des planètes aussi, comme on l'a dit, on voyage de planète en Ouais. planète, énormément de planètes là. Et c'est vrai qu'il y a la fameuse planète, la planète de Obi-Wan, hein, la Blade Runner-like là, c'est qui fait un peu Hong Kong, Bangkok là. Donc là, avec des néons de partout, un petit peu colorés. On passe à l'environnement désert, un peu plus mandalorien là, sur cette planète-là. Globalement, c'est du très beau travail. Ça, Ouais, ouais, ouais. Tout est, que ce soit les humains, les droïdes, les vaisseaux, l'espace, il y a des très beaux passages dans l'espace. Les bastons sont très dynamiques. Aura, elle est superbement dessinée. Enfin, vraiment, Django, bon, j'en parle pas, le gars, il maîtrise tout, super. Voilà, et j'ai noté la seule critique, c'est rigolo, que ça serait à faire, c'est exactement la tienne, c'est au niveau des décors. Donc, c'est marrant parce que les décors, on a très joli panorama quand tu arrives sur une planète ou une ville, tu as une très belle introduction avec une magnifique plage ou une case de la ville, de je sais pas quoi, de la cantina, de la planète, de ce que tu veux, du vaisseau. Et après, lors des phases de dialogue ou d'action, comme tu disais, on a des fonds vides. Donc, et ça, c'est vraiment flagrant, quoi. C'est souvent, très souvent comme ça. Ouais. C'est dommage. Par contre, voilà, un autre truc aussi, c'est le découpage. Alors, le découpage, c'est comment il. Ah ouais, c'est drôle, je me suis fait la même réflexion. Ouais. Ah ben voilà. Donc, c'est un peu classique, on va dire. Je sais pas ce que toi, t'en avais pensé, mais c'est. Oui, c'est ça, c'est classique. Par moments, on se croirait presque dans un Tintin ou un Astérix. Hein, voilà. Mais après ça, c'est intercalé de pleine page très dynamique. Donc, voilà. C'est ça. C'est pas un découpage là, explosé comme on voit des fois. Là. C'est quand même assez classique là, sur. Mais c'est ça. Comment dire, il faut trouver des défauts si à Lucross. Oui, voilà. Et ça, franchement, c'est vraiment en analysant le comics, en lisant une première fois, franchement, tu fais où tu es pris par le récit et tu fais pas gaffe à ça, en fait. C'est après, je me suis dit, mais tu vois, là, encore une fois, il enchaîne. Alors, parfois, il fusionne des cases, parfois, il fusionne 4 cases, parfois, il y a les 6, les 9, des gaufriers classiques, mais parfois, il va te faire des splash pages de malade. Donc, c'est pareil. À chaque splash page, moi, j'étais là, ah ouais, ouf, tu vois, tu tournes la page et bam, tu tombes sur une grosse splash page de qualité, encore une fois. Donc, franchement, Micros, big up. Et oui, tu sais, des fois, on mentionne, des fois, il y en a que ça va être avec tout ce qui est technologie qui ont de la misère. Tu sais, le TIE Fighter ne ressemble pas à un TIE Fighter, le casque de Stormtrooper. D'autres, ça va être les visages. Là, écoute, tout est parfait. Tout est très, très précis. Tu sais, vraiment chapeau. Fait que, puis évidemment, on l'a. C'est inhérent là, à ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, mais le fait que c'est la même équipe tout le long. Pour les 4 numéros, même auteur, même dessinateur, même coloriste. Donc, ça aussi, c'est à souligner parce que quand c'est pas le cas, on est les premiers à chialer, donc à se plaindre. Donc, voilà, pour une fois, c'est le cas. Et mentionner aussi, peut-être, alors j'ai pas le nom malheureusement, là, il faut que je le retrouve sur les crédits, l'encreur aussi, parce que j'imagine que les plages de noir, qu'il y a énormément, ça doit être l'encreur qui doit faire ça, peut-être plus que le coloriste. Je l'avais, la page des crédits tout à l'heure. C'est peut-être écrit petit un petit peu, là. Mais. Big up à lui, voilà. À toute l'équipe, franchement, toute l'équipe de coloristes, dessinateurs, encreurs, toute la team, super travail. Qu'as-tu pensé, par contre, du petit one-shot dessiné par, comment il s'appelait, Will Sliney sur le Révélation? Écoute, c'est juste 6 pages, c'est très bien, ça nous introduit le duo, on va dire, Aura Singh et Jango Fett. C'est ça, Will Sliney, comme je disais, c'est beau, ça fait comics, c'est ça. Mais il faut avouer que le duo Ethan Sachs, Will Sliney, malheureusement, est de trop un peu à mon goût. Mais ouais, la page que tu montes à l'écran, l'espèce de monstre là, que tu décrivais tout à l'heure, c'est quand même magnifique, il faut avouer. Donc, imagine ça en live action, là, ça serait quelque chose. Ouais. Comme toi. Mais je trouve que voilà, bon, il n'est peut-être pas au niveau de Lucross, mais ça fait pas tâche, notamment du fait que voilà, on disait le coloriste et enfin tout le reste de l'équipe est le même, en fait, même le scénariste, tu me diras. Donc au final, ça va, quoi, c'est pas flagrant. Toi qui as l'œil justement pour ça, des changements de dessinateurs, ça t'a pas dérangé plus que ça, quoi. Ah non, là, évidemment, moi, je ne l'ai pas lu inséré. Effectivement, il faut avouer que là, moi, je l'avais lu déjà à part avant, parce qu'il est sorti quand même quelques semaines avant. Donc, il faut avouer qu'inséré, ça ferait quand même un changement de dessinateur assez évident, mais tu sais, considérant que c'est un insert là, qui vient d'une révélation, c'est ça, c'est le genre de choses plus pardonnables pour moi. Là, tu comprends? C'est pas comme s'il y avait 3 pages tout à coup dans un comics que c'est quelqu'un d'autre. On comprend très bien que ça vient d'une autre série. Puis tu vois, j'en profitais pour remontrer à l'écran là, la différence. Là, c'est juste une page que j'ai, mais de la série de Jango Fett de 2019 qui était aussi dessinée
par Luc Ross. Je sais pas si ça se voit un peu à l'écran. C'est peut-être pas, comment dire, l'extrait où ça se voit le plus, mais c'est ça, c'est moins précis, un petit peu plus brouillon, là, ou plus gras, fait que, bref, mais très joli quand même. Là, tu sais, regardez, par exemple, Boba Fett, Jango Fett, toute son armure, tout ça. Mais c'est ça. Fait que ce style-là, je trouve, se rapproche un peu plus de ce qu'on avait dans le Tron. Alors que c'est ça, cette fois-ci, pour Jango Fett, c'est quasiment du Salvador Larroca en termes, en tout cas, de photoréalisme. À la différence que Salvador Larroca, bon, avait tous ses défauts, là, on ne reviendra pas dessus. Oui, ça reste du comics pour Luc Ross, je trouve. Larroca, c'est vraiment limite du photo, du décalcage, quoi. Donc, je préfère Luc Ross, perso. Ok. Avant de passer sur les couvertures vite fait, est-ce que tu me permets, je sais qu'on a dépassé l'heure là, on ne devrait pas. J'ai quelques easter eggs, mais justement, c'est des petits bonbons. Là. Je suis sûr que les fans ils vont adorer. Est-ce que tu me permets additionnel à ceux que tu as déjà mentionnés. Voilà. Alors déjà, direct, je vais passer sur la planète Oussalon, qui a déjà été utilisé par Sax dans son Age of Republic, donc il reprend quand même 2-3 trucs de son univers à lui. Les Anselmis, la race rivale des Nautoliens, tu sais, les petits bonhommes bleus. Moi, je pensais que c'était une race inédite. Je ne me rappelais plus, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça vient d'un livre Choose Your Destiny de Cavan Scott. Et en fait, c'est une race qui a été ensuite reprise par George Mann dans son Myth and Fable, puis dans le jeu vidéo Jedi Survivor, et donc par Sax ici, vite fait dans Bounty Hunters, avant de le mettre plus en avant dans Jango Fett. Donc peut-être que oui, tu parlais du fait que ce conflit-là, on avait déjà vu avant, peut-être que dans Bounty Hunters, on faisait mention de ça, on voyait même cette race-là. Et pour info, ça c'est un fun fact super intéressant, cette race-là, elle apparaît pour la première fois, elle aurait apparu pour la première fois dans une scène coupée de l'Attaque des clones de l'épisode 2. Donc c'est une race techniquement créée par le maker lui-même, Tonton George, quoi. Donc c'est cool. On sait pas quelle scène, si tu précisais quelle scène. Et non, malheureusement, j'ai pas la scène. J'ai beaucoup écouté, je me souviens, les scènes coupées étaient disponibles sur le DVD à l'époque de l'Attaque des clones, donc c'était quoi je me suis. En tout cas, il y en avait plusieurs intéressantes sur l'épisode 2. Ouais. On reviendra sur la prochaine épisode comics, on fera un petit update sur cette news-là. Bon, c'est peut-être une alien, écoute, dans une cantine ou peu importe. Sûrement. En tout cas, Cavan Scott et Ethan Sachs, très bien, ils ont repris ça, c'est très cool. On voit le chancelier Valorum, donc on l'a dit, donc ça, je passe. Non, en plus à ses côtés de Valorum, il y a, on voit Seitaria. Alors Seitaria, c'est donc un petit peu l'aide, alors moi je pensais que c'était un peu la Massameda de Palpatine à Valorum, mais en fait, quand j'ai fait 2-3 recherches, c'est plus la Slymour, en fait, niveau position politique, quoi. C'est la Slymour de Palpatine, version Valorum, on va dire. Et elle est présente dans les films. On les voit du moins dans l'épisode 1, vu que Valorum est présente dans l'épisode 1. Donc voilà, elle est là sur les écrans quand les journalistes shootent, comment elle s'appelle, Valorum. Il y a Sei Taira à côté, donc ça c'est très cool d'avoir pris. La planète Dayu, qu'on voit de temps en temps là, par 2 fois, je crois, dans le tome, c'est donc, j'ai dit, c'est la fameuse planète reprise de la série Obi-Wan Kenobi, la planète Blade Runner, on va dire, avec tous ces néons, tout ça, donc très très cool de reprendre ça. La prison où se trouve Aurra Singh au début, elle s'appelle Megalox Beta, et ça c'est repris des comics Podameron de Charles Soule, c'est quand même des détails. Fallait y penser. C'est cool, je trouve, que Sax fasse des recherches un peu et se débrouille à introduire des trucs qui existent déjà, en fait, parce que c'est cool de créer toujours des nouvelles planètes, de nouveaux trucs, mais c'est aussi cool d'emprunter ce qu'ont fait les copains, quoi. Évidemment, Narshada, on fait un petit passage sur Narshada, c'est très très connu dans l'univers Legends et canon, donc une planète remplie de Bounty Hunters, en gros, une grosse particulier planète. Dans les comics. Voilà. Et j'ai appris que c'est la planète d'origine de Aurra Singh, d'ailleurs, pour info. Alors, c'est pas dit dans ce comics-là, mais dans le lore, Aurra Singh vient de Narshada. On ne veut pas savoir comment elle est née là-bas, mais c'est tellement une planète remplie de smugglers que tu t'attends au pire. Le fameux Chlor Slug, la fameuse limace qu'on voit dans la Révélation, alors elle n'est jamais apparue, c'est la première apparition en tant que créature vivante, entre guillemets, mais elle a été présente dès le premier film A New Hope, l'épisode 4, en fait sous forme de pièce de Lolo Échec. C'est une des pièces de Lolo Échec. Ça c'est vraiment très cool, ça j'adore. Ben oui, parce que là, je le visualise, là, effectivement, là, la partie de Holo Échec, hein, comme tu dis. Alors ça s'appelle le Dejarik dans l'univers.
Déjà. Dejarik. Et alors ça a été repris, mais enfin le Dejarik, tu le vois dans 36 œuvres du canon, du Légende, tout ce que tu veux. Ouais, maintenant, ouais. Voilà, donc maintenant quand vous verrez ça, vous penserez à ce monstre-là. Évidemment, le célèbre niveau 13-13 de Coruscant. Alors, je rappelle que ça devait être le lieu de la série télé donc développée par George Lucas lui-même, qui s'appelait Underworld, qui n'est malheureusement jamais sorti. Et c'est aussi le niveau où devait se passer le jeu vidéo du même nom, Star Wars 13-13, qui devait être lié, c'était un peu un tie-in à la série, donc tout ça était un peu un groupe. Ouais, les projets abandonnés avant le rachat de Disney. Voilà, et c'est dommage parce qu'on aurait dû jouer Boba Fett justement dans 13-13, donc dommage. On devait même suivre Boba Fett, je crois, dans Underworld. Qui n'aurait aucune idée de quoi on parle. Je crois que sur YouTube, il y a une espèce d'extrait, pas émission pilote, là, mais tu sais, des tests là, un peu qui avaient été faits. Là. Oui, effectivement, il y a une espèce de pseudo-démo non jouable, de vidéo qui est sortie. Est-ce que tu as vu le petit caméo de Tar Klingson, le pote chauve que Django appelle vite fait en hologramme là. Et en fait, lui, Tar Klingson, c'est le fameux pote Bounty Hunters de Django, dont on voit un flashback dans les Dark Droids. Je sais pas si tu te rappelles, dans la série Dark Droids, lui, on le voit dans le mode... Là, t'es trop génie en herbe pour moi. Là. Non, mais tu te rappelles pas, c'est le personnage qui est cybernétique et qui va mettre des bâtons dans les roues, qui apparaît comme un ami avant qu'il accueille Valence et son groupe, et qui va essayer de convertir Valence, de torturer Valence. Ouais. Et donc là, il a un crâne humain avec un peu comme Grievous, un corps de cybernétique. Mais là, à cette époque-là, c'était le pote de Django, et on le mentionne, et je crois qu'il y a quelques pages de flashback quand il était pote de Django dans Bounty Hunters. Donc là, on le voit subversivement dans deux cases. Donc encore une fois, Ethan Sachs, big up pour faire le lien, en plus de Nakano Lodge. C'est vrai. On voit, tu as dû remarquer la planète des Shevin. Alors ça, il faut que je montre ça à nos auditeurs. Les Shevin, c'est la race un peu éléphantesque avec une énorme tête. Et moi, je ne savais pas du tout que c'était une race canon qui était là dès le retour du Effectivement, le design me disait quelque chose, mais je trouve ça original quand même. Je trouve que c'est parfait aussi pour un comics d'avoir ça. Ouais. C'est surprenant. Méga tête, là, immense. Là, ouais. Alors, d'après le wiki, c'est une race éléphantine, et donc il y en avait un dans l'antre de Jabba, dans l'épisode 6, mais je t'avoue qu'il ne m'a pas marqué plus que ça, mais ça surprend quand tu lis le comics. La planète Roxuli, la planète un peu western, donc encore une fois, la reprise d'un jeu de rôle, Star Wars The Force Awakens Beginner's Game, c'est un jeu de rôle ultra pas connu, quoi, c'est hallucinant. Mais ça c'est cool, tu vois, encore une fois, il réintroduit des trucs un peu sortis de nulle part, et au lieu de créer, au lieu d'inventer, il pick up un peu partout, et voilà. Bon, moi je pense vraiment à Filoni, ou même Timothy Zahn. En littérature, tu as Charles Soule, Cavan Scott, tout ça, même, comment il s'appelle, Daniel Roseholder, qui ont tendance à tout le temps ramener leur truc à eux, sans vouloir trop se mélanger avec les autres. Ethan Sachs, c'est l'inverse, quoi. Donc, il a son petit univers, mais il fait plaisir parce qu'il ouvre un petit peu les vannes, et je trouve ça très très cool. Donc, et donc Roxuli est apparu que dans des sourcebooks et de ce fameux jeu de rôle. Et là, Django, c'est un peu la première utilisation dans une histoire, on va dire, une histoire comics, roman, série télé, tout ça. Nakano Lash, je passe, on l'a dit, c'est donc Bounty Hunters. Django mentionne à Racing le job sur Niamos. Apparemment, il y a un petit passif entre les deux sur Niamos. Apparemment, Django l'aurait laissé tomber, d'où leur différent, et c'est pour ça qu'il se fout un peu sur la gueule. Niamos, évidemment. C'est classique. Voilà, c'est Andorre, et effectivement, on pense à notre t-shirt Niamos de notre leader suprême. J'ai failli y mettre, en fait. J'ai pas pensé à la référence, mais ouais. Ouais, après, c'est juste une phrase, donc voilà. Je t'avoue que le nom me disait quelque chose. Sur le coup, je dis, attends, Niamos, et effectivement, c'était Andorre. J'espère qu'on y retournera dans la saison 2. Oui, c'est la planète Miami. Ouais, excellent. Et donc, là, dans le groupe de Bounty Hunters qu'on va la faire, effectivement, il y a énormément de caméos. Donc, il y a déjà le droïde BHC-21 Heisinger. Alors, est-ce que... Ouais, alors le droïde te dira rien, mais apparemment, c'est un droïde. Là, je vais essayer de mettre la page, la fameuse page où il y a énormément de Bounty Hunters. Donc, c'est un fameux droïde qui ressemble un petit peu à du... je sais pas, il ressemble un peu à rien. Il a un design vraiment particulier, mais que j'aime beaucoup. Voilà, hop, je te mets l'image ici, et c'est ce fameux droïde sur la gauche du Shadow of Prime. J'ai l'impression qu'on l'avait peut-être déjà vu, c'est peut-être pas le même, là, mais le design dans The Clone Wars. Exactement. Mais ta mémoire est impressionnante, Francis, franchement. C'est exactement dans The Clone Wars que ce droïde, c'est le même, donc, qui est apparu. Donc il a fait tout le chemin de ce comics-là à The Clone Wars.
Il est là dans 2-3 romans et comics autres aussi. Ouais, On on a voit le quelqu'un du Black Sun derrière. Voilà. Tu vois, alors là, dans l'autre page, peut-être il y a le Trandoshan qui est coupé, je crois, ici. Est-ce qu'on voit le Trandoshan Ah non, on le voit pas. Mince, il est où? Il est là. Tiens, je te mets le Trandoshan. Moi, je pensais que c'était Bossk, parce que je me dis peut-être un Trandoshan, il vit vieux. Mais en fait, non, il s'appelle Kradosk et c'est le papa de Bossk. Voilà. Donc, Oh, ok. Ah, bon, ça, tu vois, là, ça, là on tombe dans la référence un peu précise quand même. Ouais, mais c'est Le cool de le voir. père de Bossk, ok. Eh bien, écoute, c'est le père à Boba. Fait que... Oui, ben exactement. Et justement, il y a une rivalité entre Django et Kratos. Tu apprends un peu que voilà, ils se foutent un peu sur la gueule, ils se connaissent, tu vois. Et donc, il y aura une rivalité similaire avec leurs fils respectifs. Donc ça, je trouve ça très très cool. On a Ormantel, évidemment. Donc Ormantel, encore une fois, c'est un peu comme Narshada, c'est très très connu depuis la mention de l'Empire contre-attaque. Elle est utilisée 1 million de fois. Et j'ai beaucoup aimé la référence à Boba. Alors indirectement, est-ce que tu te rappelles du passage où il y a un petit passage de dialogue entre Aura et Django qui parle de son héritage, de la nouvelle génération. Est-ce qu'il pense à ça. Et comme il est très très doux avec Nakano Lash, qui est une adolescente à cette époque-là, alors que dans la série Bounty Hunter, ça serait une adulte, voilà, leader d'un groupe de chasseurs à primes, on met le point sur le fait que Django est très doux avec les enfants et qu'il serait bon avec les enfants. Enfin, c'est Aura qui le dit surtout. Donc petit clin d'œil à Boba, au fait qu'il effectivement il cherchera à avoir une descendance et tout. C'est ce passage-là dans le Slave One. J'ai bien aimé cette petite référence. Voilà pour les références. Il y en a énormément, je suis sûr d'en passer. Mais moi, ça me fait énormément plaisir que Ethan Sachs développe ça. Voilà. Écoute, à ce moment-là, tu donnerais quelle note à cette mini-série en 4? Oui, donc, écoute, agréablement surpris quand même. Une lecture donc, qui ne me restera pas dans les annales des comics Star Wars, mais le dessin, la couleur, le côté, tout ce que j'aime des Ethan Sachs de Bounty Hunter, ce que je trouve ici, m'ont quand même fait un petit peu apprécier ce tome-là. Alors, je reste sur un 15 sur 20, donc c'est relativement moyen plus, on va dire, quand même, c'est pas mal. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de lancer ce fameux jeu-là, Bounty Hunters, parce que j'ai jamais fait. Mission accomplie dans ce cas-là. Ouais, donc une bonne lecture. Et toi? Excellent. Écoute, on va être assez près cette fois-ci. Moi, je lui donnerais un 14 sur 20. Donc, un 70%. Encore là aussi, ce serait moindre un peu pour le travail d'Ethan Sachs, même si tu as raison, tout l'aspect recherche, tout ça, c'est très bien. Mais c'est ça, il faut aussi que ça suscite l'intérêt à une histoire. Que je trouve ici, pour moi, c'est pas tant le cas. Donc, je donnerais c'est vraiment le Luke Ross, je trouve, qui rehausse. Quand même un très bon 14 sur 20. Puis écoute, on n'a pas mentionné les couvertures. Oui, effectivement. Mais effectivement, là, ça, justement, ça ne vient pas, pour moi, ça ne vient pas rehausser la note. Le travail je cherche le nom, là, c'est... Francis. C'est son deuxième nom, Lénil Francis Yu. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi comme, comme nationalité, comme origine. Mais ça. en duo avec notre coloriste aussi. Oui. Sur les couvertures, mais c'est ça, je trouve que les 4 sont... c'est celle choisie là, est peut-être la plus épique, là, mais... tu vois, moi j'aurais préféré la 2, la 2 ou la 4 avec Aura Singh, j'aurais préféré, ou même celle-là avec Nakano. En fait, les 3, plus que juste Django qui court vers le... Ouais, c'est un peu classique. La dernière, tu vois, celle-là a été choisie pour la 4e de couverture, mais en première, ça aurait été pas mal, quoi. Il faut savoir que Panini l'a utilisé la première donc, pour le tome, mais celle-là pour Inquisitor et Bounty Hunter. Là, voilà. Et tiens, je te présente juste ce que l'édition espagnole de Django Fett a choisi. Elle a choisi une alternative. Voilà. Et pourquoi, Panini, pourquoi ne prenez-vous pas des alternatives? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop compliqué? Mais en tout cas, le Django Fett en version espagnole, il y a ça. Et je trouve qu'il y a énormément d'alternatives magnifiques qui sont incluses dans le tome Marvel. Malheureusement, vu le nombre de pages, je ne pense pas qu'ils soient inclus dans le tome de Panini. En tout cas, c'est dommage. Il y en a quelques-unes qui sont moyennes. Il y a des hors-sujets, il y en a, voilà. Quand c'est centré sur Boba ou même Django, on a fait l'erreur plusieurs fois. Mais je trouve ça magnifique, c'est dommage d'être parti sur la classique de Francis Yu, effectivement. Voilà.
Ouais, ben c'est ça. Ben, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux, mais il y a peut-être même des frais aussi là, quand même pour utiliser une couverture variante. Donc, Peut-être. des frais additionnels, là, évidemment. Ben, c'est excellent. Fait que ça va quand même être... parce que moi, je trouvais que c'était quand que cette série-là a commencé, j'avais très mauvais pressentiment. Donc, je trouve qu'au final, on s'en sort quand même bien à une moyenne là, de quoi, 14,5. Là. Oui, 14,5. Et pour peut-être une série qui aura une suite, hein, voilà, c'est The End for Now. C'est ce que tease Ethan Sachs à toute fin. Donc, Ouais. voilà, on verra en fonction du succès. Voilà. Émission à venir, Francis, en littérature? Ben, écoute, comics qui sort la même journée que celui qu'on vient de critiquer, Django Fett. Donc, ça sera le deuxième tome de la Haute République, là, phase 3. Là. Donc, évidemment, on approche de la fin du côté de la Haute République. Et côté roman, ben, on l'a mentionné aussi tout à l'heure, mais c'est Reign of the Empire numéro 1, donc The Mask of Fear d'Alexander Freed, qui sera notre prochain. Et on est plusieurs membres de l'équipe hein, à soit le lire ou l'écouter. Je crois que Juliane a reçu son exemplaire. Je crois que Danny s'y est mis. J'ai l'impression que JF risque d'apprécier. Écoute, j'ai juste 3 heures d'écouter sur 16 ou 17, là, mais on est dans du très politique. On est vraiment dans un roman politique. Moi, je trouve c'est ambiance excessivement Endor, la partie avec Mon Mothma. Exactement. Quand on suit Mon Mothma dans la série Endor, on est vraiment là-dedans, là, tu sais, puis voyons, Bail Organa et compagnie, là. Fait que, bref, tu sais, les réceptions, les réunions de sénateurs, tout ça. Ça tombe bien avec la série, je trouve que c'est parfait, là. Ben oui. Ça accompagne parfaitement la série, c'est dans le ton. Exact. Fait que voilà, écoute, c'est ce qui s'en vient. Pour ce qui est de autre chose que littérature, je ne sais pas qu'est-ce qui est au programme les prochains, mais il y a plusieurs idées en branle qui circulent, entre autres, là, dans les officines de l'équipe du collectif de Star Wars en direct. Ouais. Fait que, vous devriez avoir, et évidemment, ben justement, Endor saison 2 va débuter bientôt. Donc là aussi, on est à s'interroger sur comment on va couvrir ça, parce que ça va être à coup de 3 épisodes par semaine. Ça fait quand même, par exemple, si on veut le faire le jour même, une émission en direct le soir même, ça fait quand même beaucoup de choses à écouter rapidement dans la journée là, pour être prêt à faire l'émission le soir. Fait que c'est ça. On va voir là, si on reste sur une émission de Star Wars en direct pour 3 épisodes d'Endor ou si on vient diviser ça. Bref, c'est en discussion en ce moment. Parfait. Ben, un programme alléchant. Et voilà, donc on va conclure cette émission. Hein. Là, on a un peu débordé en plus. Donc c'est avec ces critiques, ma foi, pas trop mal les critiques sur Django, agréablement surpris, on va dire, qu'on conclut cette émission de Star Wars en direct. Petit rappel, réseaux sociaux, rejoignez-nous toujours sur Facebook, Instagram, Discord, Blue Sky, Thread, des commentaires, donc commentez ce que vous avez pensé sur ce tome-là, hein, ça nous ferait plaisir de savoir si vous avez apprécié ou pas ce Django Fett. La cloche, le pouce sur YouTube, des notes sur les applis de podcast, 5 étoiles, tout ça. Et voilà, et de la part de toute l'équipe, de Francis et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans, et que la force soit avec vous.